Je me présente, je suis Samy Deba, je suis le président du collectif contre l'islamophobie, une organisation qui a été créée il y a de cela 10 ans, en octobre 2003, à l'occasion des débats qui avaient eu lieu, et notamment la mise en place de la commission Stasi, si vous vous en souvenez, pour les plus anciens, la mise en place de la commission Stasi qui visait à étudier l'opportunité de la mise en place d'une loi interdisant les signes religieux dans les établissements publics du premier et second degré. Et à cette époque, il n'y avait pas un jour sans qu'on ait un éditorialiste ou un reportage qui traite de l'islam et des musulmans dans des traits plutôt négatifs. Et donc c'est à partir de ces événements-là ou dans ce contexte qu'on a mis en place le CCIF. À chaque fois qu'on m'interpelle sur la question de l'islamophobie en France et que j'expose la situation dans laquelle vivent les Français musulmans, ou même les musulmans tout simplement, parce qu'ils peuvent être également étrangers dans notre pays, à chaque fois que je parle, que j'explique la situation, certains estiment que j'ai tendance à dramatiser les choses. Alors, ça fait 10 ans qu'avec mes collègues, on étudie le phénomène et on ressent comme une certaine frustration à l'idée de voir les gens assez insouciants de la situation. Devrais-je dire insouciants ou inconscients? Alors, quelle est la situation des musulmans aujourd'hui en France? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que ce n'est pas très fameux. Certains diront quand même si ce n'est pas fameux, on constate des avancées notables. Autrefois, on n'avait pas de mosquée. Aujourd'hui, on a plus de 2000 lieux de culte. Ce n'est pas suffisant, certes, mais c'est mieux. Des écoles musulmanes se créent. Le tissu associatif est riche. Bref, les exemples sont nombreux qui montrent que, en réalité, malgré les difficultés, la communauté musulmane, la pratique de l'islam, la mise en place de nouvelles institutions dans différents types d'activités se développent et c'est tant mieux. Mais malgré tout, je considère que c'est une situation qui est très fragile. Et au vu de ce que nous remonte comme information au sein du CCIF, du collectif contre l'islamophobie, je crains même que l'avenir risque d'être sombre. Évidemment, peu de personnes partageront mon avis, parce que tout simplement, en général, les responsables associatifs musulmans ou même les personnes qu'on peut côtoyer au quotidien considèrent que la présence musulmane, même si elle n'est pas tout à fait acceptée aujourd'hui, avec le temps, elle se banalisera. Avec le temps, elle se banalisera et avec le temps, avec l'intégration de la communauté, être musulman en France, ce sera aussi banal qu'être juif ou chrétien ou même athée. Et là, j'interpelle les consciences. Je veux interpeller les consciences parce qu'il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque en pensant que les choses vont naturellement rentrer dans l'ordre, en pensant que les choses vont, avec le temps, se normaliser. C'est vraiment, de mon point de vue, prendre un risque au vu de ce que l'on a analysé au sein du CCIF et les analyses dont je vous parle, vous pouvez les trouver sur notre site www.islamophobie.net. Je ne reviendrai pas ici, nous n'en avons évidemment pas le temps. Alors, certes, l'avenir, on ne le connaît pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir et l'invisible. Mais par contre, il y a une chose qu'on peut faire, une chose qu'on peut analyser, c'est le passé. Voyons ensemble, aujourd'hui, durant ces quelques minutes qui me sont imparties avec vous, quelle a été la situation, qu'est-ce qu'a connu la France avant cette islamophobie contemporaine que l'on vit, à travers un exemple. Vous allez voir à l'écran quelques images. La première image, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin du 19e siècle en France. Vous avez en face de vous une image, l'image d'un journal qui s'appelle La Libre Parole. La Libre Parole. Que voit-on sur cette couverture?
Je répète, nous sommes au XIXe siècle. Première chose qui attire notre attention, c'est le titre du quotidien, il porte le titre de Libre, Libre Parole. Donc une référence à la liberté, et vous remarquez tout de suite qu'on aborde la liberté, la notion de liberté, dès lors qu'on veut attaquer les populations vulnérables. Dès lors qu'on veut commencer à attaquer les populations vulnérables, on dit « Ah, mais ça, c'est notre liberté ». Vous pouvez remettre l'image, s'il vous plaît, parce que je dois expliquer certaines choses, merci. Nous sommes ici dans un contexte particulier, c'est l'affaire Dreyfus. Dreyfus est un capitaine, un officier de l'armée française qui a été accusé de trahison, c'est-à-dire qu'il a été accusé d'avoir transmis des informations à l'ennemi allemand. Et vous remarquez sur cette image, tout de suite, qu'est-ce qui choque? Vous avez deux personnages. À gauche, vous avez le capitaine Dreyfus, qui est ici dessiné avec sur son front l'inscription « traître », au sens de celui qui a trahi la France. Et ce traître, sur cette caricature, évidemment caricature, est imprégné d'argent par un comparse qui est également de religion juive et qui a autour de son cou le fameux triangle franc-maçon. Et en fait, celui qui est à droite, il frotte à l'aide d'un savon, et je demande toute votre attention, vous allez comprendre le message, comment il est grave, il frotte à l'aide d'un savon le capitaine Dreyfus pour le laver de la traîtrise, pour le défaire de la souillure du crime qu'il a commis à l'égard de la France, en tout cas ce dont il est accusé. Mais il n'y arrive pas. Vous voyez, il le frotte avec un savon imbibé, ou plutôt qui est rempli d'argent, parce qu'on avait indiqué que Dreyfus avait trahi la France pour de l'argent. Et en bas, vous ne voyez pas, il y a une phrase qui est assez intéressante et je vous demande de la retenir. Elle nous indique, voilà ce qu'a dit: « Juifs, sachez qu'en France, c'est le sang qui nettoie et qui lave. Seule la mort peut pardonner. » Juif en France, parce que le juif à l'époque, tout comme le musulman aujourd'hui, il était considéré comme un étranger. Le message, il est très clair à travers cette affiche, si vous voulez la retirer, vous pouvez le faire. Le juif est un traître, il est cupide, c'est-à-dire qu'il aime l'argent, et seuls les gens qui sont naïfs soutiennent les juifs. Il est étranger à la France et il le restera toujours, et seule la mort peut pardonner l'attitude qu'il a à l'égard de la France. Alors, le chef de ce journal, il s'appelle Drummond. Vous pouvez mettre la deuxième image, s'il vous plaît. Le patron de ce journal, il s'appelle Drummond, et il a écrit un livre qui a été un véritable succès à la même époque. Le titre du livre, c'est « La France juive devant l'opinion ». Et ce livre-là, écoutez bien, il a été réédité 140 fois tellement il a connu du succès. 140 fois ce pamphlet antisémite qui clouait au pilori les Juifs de France. Il a même fondé un parti pour lequel il a été candidat, et ce parti, il est très clair, son nom est très clair, il s'appelle Parti antisémite. Son programme était tout aussi clair: la France est en danger, c'est un devoir de combattre les Juifs. Nous sommes, je vous le rappelle, en 1895, à la veille du XXe siècle. L'affaire Dreyfus, on sait comment elle a fini. Dreyfus a été lavé de ses accusations. Ce n'était pas lui qui avait trahi, ce n'était pas lui qui avait fourni les informations à l'Allemagne. Malgré qu'il ait été lavé des soupçons qui pesaient sur lui, il a même été en prison. Il a même été envoyé sur une île. Malgré ça, troisième image s'il vous plaît, image suivante, moins d'un demi-siècle plus tard, en France, il était question de liquider définitivement la question juive, notamment lorsque la France a collaboré avec les nazis, c'est-à-dire lorsque les nazis ont envahi la France. Alors sur cette image, vous ne voyez pas, mais vous avez ici des poncifs sur les Juifs
qui sont dignes de ce que l'on entend aujourd'hui sur les musulmans. Vous regardez la deuxième image en haut, celle du milieu, ce sont ces juifs étrangers qui viennent de leur ghetto et qui rentrent en France nous envahir. Ce sont ces gens qui profitent de la France. Et j'en passe. Qu'a-t-on aujourd'hui? Que trouvons-nous aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale et après les désastres qu'elle a commis? On sait qu'aujourd'hui, une véritable injustice a été commise contre ce peuple, tout simplement condamné pour ce qu'il était. Alors, on ne les a pas attaqués parce qu'ils avaient une religion qui n'était pas acceptée. On les a attaqués pour ce qu'ils étaient. Sur le plan religieux, sur le plan social, ils généraient de la haine. C'est-à-dire que les gens, rien qu'en les voyant, ils voulaient les exclure. Ils étaient des traîtres, des étrangers, des gens qui voulaient du tort à la France, des gens qui voulaient faire rentrer l'étranger à la France. Bref, des gens qui étaient les ennemis de la France et dont il fallait se débarrasser. 60 ans après, ce qui s'est passé en France, regardons ce qu'on observe. S'il vous plaît, l'autre image. La suivante. Voilà ce que l'on a. Vous remarquerez avec la première image un journal qui s'est dit satirique, qui prétend agir au nom de la liberté, qui, comme par hasard, dessine un personnage avec un nez qui ressemble étrangement à celui qu'on voit dans les caricatures antisémites des années 30, et toujours la même chose, toujours le même message, sans coup de fouet, allusion à la violence des musulmans. Si vous n'êtes pas mort de rire, la mort, c'est-à-dire encore cette violence des musulmans. Bien sûr, au nom de quoi ce journal prétend faire cette caricature? Au nom de la liberté également. Au nom de la liberté, on utilise cette valeur essentielle de notre République pour mieux attaquer encore un groupe de la population qui est vulnérable. On nous explique, quand on invite le directeur de cette publication, que la France est en danger. Elle est en danger parce que ces valeurs sont en danger. Il faut protéger la laïcité, il faut protéger les valeurs qui ont fait la France et pour lesquelles on s'est battu. Il faut combattre cette idéologie qu'est l'islam, il faut combattre les musulmans également qui la défendent. À chaque fois, vous remarquez que des musulmans veulent pratiquer leur foi, alors là on dit haro, stop, arrêtez-vous, vous voulez remettre en cause des libertés qui ont été gagnées durant des siècles. Il ne faut pas accepter cette défense des libertés des musulmans, il ne faut pas reculer contre l'intégrisme. Face à ça, je pose une question. Quel est notre avenir dans ce pays? Quel est notre avenir dans ce pays? Dans notre pays? Quel risque on encourt à la lumière de ce que l'on a vu, de ce qu'a pu vivre la communauté juive durant les années 40 et même avant, à la fin du 19e siècle? Eh bien, je vous propose de voir comment ont évolué les choses ces dernières années. Quand on observe un peu les statistiques que le collectif contre l'islamophobie a produit, on constate une augmentation régulière des actes islamophobes. Chaque année, on tente de réduire les espaces dans lesquels les musulmans peuvent pratiquer leur foi. On a d'abord interdit à nos filles d'aller à l'école en voile. Ensuite, on a voulu interdire aux mamans d'accompagner les sorties scolaires. Ensuite, on a interdit à certaines femmes de vivre leur foi librement dans l'espace public. On a tenté de mettre en place des lois visant à interdire les nounous voilés de garder des enfants dès lors qu'elles pratiquent l'islam. Certaines femmes et certains hommes en sont réduits aujourd'hui à devoir cacher leur foi. Est-ce que tu es musulman? Oui, mais pas trop. On est obligé de justifier notre pratique. Et pour autant, est-ce qu'on a échappé à toute cette campagne qui nous agresse quotidiennement? Vous avez des hommes politiques qui se permettent d'attaquer insidieusement ou de plus en plus directement la communauté musulmane en tentant de faire du pied aux idées d'extrême droite. Qui du pain au chocolat? Qui du ministre de l'Intérieur qui ordonne aux représentants musulmans à l'inauguration de la mosquée de Strasbourg de l'applaudir
mais on se croirait dans un islam colonial. Où allons-nous? Est-ce que ce pays de liberté est bien un pays de liberté pour les musulmans? Je dis oui, aussi bizarrement que ça peut paraître malgré tout ce que j'ai dit. La France est un pays de liberté. La France a des valeurs. Mais malheureusement, il y a très peu de gens pour les défendre. Et ceux qui prétendent les défendre, en réalité, les foulent aux pieds, tellement ils sont aveuglés par la haine de leurs compatriotes et citoyens musulmans. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que cette situation, j'ai envie de dire, n'importe qui parmi vous aurait pu venir la faire. Ce constat, n'importe qui parmi vous ici aurait pu très bien le faire à ma place. Mais j'ai envie de vous dire que la solution, elle est là. Elle est parmi vous. Elle est parmi nous. Il faut veiller à ce que toutes ces valeurs dont se parle la France, dont elle se prétend le flambeau, comme les valeurs d'égalité sociale, de liberté d'opinion, de liberté d'expression, toutes ces valeurs-là, elles n'ont de sens que si elles sont mises en application. Dès lors qu'une personne est inquiétée pour ses opinions, alors ces valeurs n'ont pas de valeur, alors ces valeurs n'ont plus cours. Il faut veiller, il faut faire en sorte que ces valeurs restent vivantes. Mais c'est à nous de le faire. Il faut pour cela qu'on se libère. Il faut pour cela qu'on se libère. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre qu'on nous accorde les droits qui sont les nôtres. On ne doit pas demander l'autorisation de pratiquer notre foi comme on l'entend. On doit affirmer le principe d'égalité, affirmer nos droits. Il faut les prendre. Attendre qu'on nous accorde les droits, ça c'est la posture et l'attitude des esclaves. C'est l'esclave qui attend que le maître lui accorde ses droits. Il faut briser ces chaînes. Évidemment, personne n'a des chaînes dans ses bras, personne n'a des chaînes dans ses pieds, mais on a des chaînes dans nos esprits et dans nos têtes. Et c'est ces chaînes-là qu'il faut briser. Il faut nous libérer. Il faut nous libérer en pratiquant notre foi sereinement, mais sans concession. Dans le respect de la loi, évidemment, mais jamais, jamais en courbant l'échine devant l'injuste. Jamais. Parce que celui qui se comporte comme un esclave sera traité comme un esclave. La liberté est un droit imprescriptible. La liberté est un droit imprescriptible. C'est un droit qu'on ne peut donner à personne. Personne ne peut pratiquer ta liberté à ta place. C'est un droit qui t'est inhérent, qui t'est propre à toi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de le faire à ta place. Et pour cela, seul toi, seule ta personne peut la mettre en œuvre. Mais cette liberté-là, ta liberté, elle ne sera respectée que lorsque notre liberté, et je vous demande toute votre attention, notre liberté, elle sera respectée lorsque nous serons forts. Je mesure mes mots. Forts. Forts dans nos valeurs. Quand on parle de nos valeurs, quand on dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on parle aujourd'hui de lui et qu'on a mis à l'honneur, le mettre à l'honneur par des discours, c'est magnifique. Le mettre à l'honneur par notre comportement, c'est encore mieux. Mettons en pratique nos valeurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est toujours élevé contre l'injustice, on doit s'élever contre l'injustice. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais accepté la compromission, on doit la refuser. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné la solidarité. Ça doit être une réalité dans notre vie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a toujours été à côté de ses frères, à côté de ses disciples. On doit être à côté de nos frères, les uns les autres. Dans notre diversité, on doit se respecter. On doit montrer l'exemple. On ne doit pas attendre que les autres nous montrent l'exemple. Si nous affirmons, si nous prétendons que nous sommes la meilleure communauté suscitée pour les hommes, alors nous devons être à la hauteur de cette communauté. Nous devons être à la hauteur de ce message. Nous devons le présenter. Nous devons être en avant de cette société. Nous sommes à l'arrière. Comment vous voulez être des exemples
Comment vous pouvez dire aux gens l'islam est la vérité alors que nous sommes la 5e roue du carrosse? C'est pas possible. On doit être en avant des idées. Ce pays-là est dans le gouffre sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Il est à court d'idées politiques, il est à court de projets politiques. Nous prétendons détenir la vérité. Montrons-la. Montrons les fruits de notre arbre. Montrons les fruits de nos actions ensemble en étant solidaires. Pourquoi je vous dis ça? Et je terminerai avec ces quelques paroles. Pourquoi je vous dirai ça? Parce qu'encore je m'appuie sur l'histoire. Je vous ai montré ce que la communauté juive a subi. Pourtant on était dans la République, c'était la République française, c'était la démocratie, c'était la laïcité. Et pourtant, la communauté juive n'a pas échappé à ce dont on a parlé tout à l'heure. Que s'est-il passé entre hier et aujourd'hui? Puisqu'aujourd'hui, la communauté juive est une communauté qui est respectée, qui est aujourd'hui reconnue dans ses droits. Que s'est-il passé entre les deux? Cette communauté s'est organisée. Et c'est une communauté qui est devenue forte et indépendante. Forte et indépendante. Indépendante, notamment sur le plan politique. Ça suppose quoi? Ça suppose que le degré de notre liberté sera proportionnel à notre implication dans le champ citoyen. Je le dis, à notre implication dans le champ politique. De notre implication dans le champ politique dépendra notre degré de liberté. Alors, il faut que les prochaines échéances de 2014, c'est pas loin, soient notre rendez-vous avec la liberté. Des élections importantes vont arriver, les élections municipales, qui auront des conséquences sur les élections sénatoriales. Ce Sénat qui est passé à gauche et qui maintenant fait la croisade contre les musulmans en voulant faire des lois contre les nounous musulmanes, faire rentrer la laïcité dans les maisons. Quelle hérésie! Quelle hérésie! Jules Ferry se retournerait dans sa tombe s'il voyait ça. Aristide Briand se retournerait dans sa tombe. Ces élections-là, elles doivent être l'occasion de rappeler que les citoyens musulmans sont, en plus d'être musulmans, des citoyens et qu'ils ont le droit, mais également le devoir de citer, au même titre que n'importe quel autre de leurs concitoyens, pour rappeler qu'ils ont des droits comme tout le monde, ni plus, ni moins, ni plus, ni moins, surtout ni moins. Pour cela, dès maintenant, il faut s'organiser. Il faut que les différentes organisations musulmanes coordonnent leurs actions pour avoir un message fort, pour transmettre un message fort aux décisionnaires, mais également pour transmettre un message fort vis-à-vis des concitoyens musulmans, pour les encourager, pour leur dire « N'ayez pas peur, votre liberté n'est pas discutable ». Vous devez aider ces organisations, les appuyer, les soutenir en vous investissant à leur côté durant la campagne à venir. Je compte sur vous. Merci.